Peut-on faire très rapidement, comme ça, le point sur les acquis des neurosciences depuis 10 ans? Il y a des avancées, j'imagine, très considérables. Ce sont des sciences en pleine effervescence. Oui, donc il est prévu là une dizaine d'heures de réponse à cette question. 20, un mois. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des découvertes majeures qui ont été faites dans les 10 dernières années, par exemple? Oui, des découvertes majeures qui ne sont pas seulement dues à l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, IRM, électroencéphalographie, magnétoencéphalographie et les enregistrements intracrâniens. Moi, j'ai travaillé avec mes amis à Grenoble, chez des patients chez qui on peut mettre des électrodes dans le crâne pour enregistrer l'activité neuronale. Donc, l'ensemble de ces approches nouvelles ont permis de comprendre mieux le fonctionnement cérébral. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Avec, en plus, les progrès de l'anatomie. Par exemple, tout ce qu'a fait l'école de Denis Le Bihan, en particulier qui nous permet de comprendre aujourd'hui les rôles des faisceaux, etc. Cette nouvelle neuroanatomie cérébrale est tout à fait extraordinaire. Les progrès de la neurochimie sur la dopamine, la sérotonine, etc. Et le rôle, par exemple, pour les émotions, dans les relations émotion-cognition, des grands systèmes dopaminergiques et des grands systèmes de décision, des systèmes cognitifs. Les progrès qui sont faits sur des modèles animaux, même si cela choque, et je peux le comprendre, certains. D'enregistrements chez le singe, puisqu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus rien chez le chat, mais des enregistrements chez la souris, chez le rat, de l'activité neuronale. Parce que l'imagerie donne des images, l'IRM. Mais maintenant, d'ailleurs, il y a des progrès extraordinaires. Mais enregistrer les neurones permet de comprendre la mémoire, par exemple, des grands progrès. Le prix Nobel qui a été donné sur la mémoire il y a 2 ans, on est un témoin. Ce sont des gens qui ont travaillé chez la souris et le rat et le singe. Donc tous ces progrès ont fait avancer. Mais ce qui est tout à fait formidable, je crois, depuis quelques années maintenant, c'est aussi le rapprochement avec la biologie moléculaire et la génétique. Et on assiste aujourd'hui à des ponts entre ces neurosciences fonctionnelles et ces neurosciences moléculaires et génétiques tout à fait remarquables. Et aujourd'hui, nos collègues généticiens utilisent aussi des modèles comportementaux. Et puis, il y a là, tout d'un coup, l'épigénétique. Vous savez, ma chaire au Collège de France, je crois que mon numéro de chaire au Collège de France a été confié, je crois, à Edith Heard, ou en tout cas, c'est elle qui est au collège maintenant, même si ça n'est pas sur mon numéro de chaire. Et je suis très heureux qu'au collège actuellement, tout l'aspect fonctionnel soit pris en charge par Stan de Haan et tout l'aspect de l'épigénétique, parce que là, ça va être formidable comme pont entre les aspects fonctionnels, l'effet de l'environnement, l'effet de l'apprentissage précoce sur l'expression des gènes et les gènes. Ce qui conduit à remettre en cause l'opposition nature-culture, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire qu'on a vraiment actuellement un foisonnement extraordinaire et qui pourrait intéresser le monde du sport, en particulier sur tous les problèmes, non seulement de la performance de haut niveau, parce que c'est extrêmement intéressant, sur les différences individuelles, mais qui sont d'origine génétique, mais au sens large, mais aussi le rôle du sport dans l'éducation, dans la formation du cerveau du jeune enfant. Extraordinairement intéressant.